Chers auditeurs, bonjour, ici Monsieur V au micro de RFM pour ce 79e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Leroy, analyste politique, pour une émission spéciale, une émission de crise. Comme vous le savez, la fille d'Alexandre Douguine, Daria Dougina, a été assassinée le 20 août à l'ouest de Moscou. Il s'agissait d'un attentat à la voiture piégée. Nous avions reçu Daria Dougina ici même à cette antenne il y a quelques mois pour 2 émissions de la Libre Antenne. Cela avait été un plaisir d'échanger avec elle. Je m'en souviens avec beaucoup d'émotion. Je me joins à mes camarades Yann et Camille pour dire à quel point c'était une femme d'une grande douceur et d'un immense courage. Après cette introduction, je vous laisse en compagnie de Monsieur Vernochet et de notre invité du jour pour parler de ce sujet plus en détail. À vous, messieurs. Oui, bonjour à vous, cher Monsieur V. Bonjour Emmanuel Leroy. Comme vient de le dire Monsieur V, notre présentateur, vous êtes analyste politique. Mais également, vous avez cette particularité, c'est d'avoir rencontré Daria Dougina dans différentes circonstances, et nous y reviendrons puisque vous l'avez connue personnellement. Monsieur V a bien justement parlé d'assassinat et non pas de meurtre, comme l'ont fait un certain nombre de commentateurs radiophoniques et autres. Il ne s'agit pas d'un meurtre, mais vraiment d'un acte prémédité et d'un acte de terrorisme, et certainement peut-être de terrorisme d'État. Mais ça, nous y reviendrons. Nous sommes le lundi 22 août, donc nous commentons cette affaire à chaud. Et ce qui est notable, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce matin, alors que les journaux télévisés, notamment, je n'ai regardé essentiellement que LCI, BFM, CNews, on faisait leur titre de une hier soir. Aujourd'hui, cet assassinat dans des circonstances que nous allons évoquer est passé carrément à l'as. C'est devenu un non-événement. J'écoutais le bulletin d'information de France Culture à 8 heures ce matin. Pas un mot. Le premier sujet était la rentrée scolaire et les déficits en enseignants. Même chose sur France Inter, sauf que la chronique de géopolitique d'Anthony Bélanger n'était là que pour non seulement minorer l'événement, mais traîner Alexandre Douguine, le père de Daria Dougina, le traîner dans la boue en le traitant d'aboyeur de salon. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'était un aboyeur, autrefois, à l'entrée des salons, il y avait un aboyeur qui annonçait haut et fort le nom des invités. Donc, c'est une catégorie sociale peu relevée. Donc, un événement sur lequel, malgré tout, il va falloir s'étendre, qu'il va falloir analyser, décortiquer, parce que c'est un fait grave et qui s'inscrit dans une escalade plus générale. Un premier commentaire, Emmanuel. Oui, donc je dirais pour commencer que cet événement exceptionnel a eu un retentissement mondial. Et même si aujourd'hui, 48 heures après cet assassinat, la presse française, après avoir vomi sur Daria Dougine et son père, se tait aujourd'hui pour passer à autre chose. Sur le plan mondial, cet événement a eu un retentissement considérable et cela souligne, de mon point de vue, le fait qu'il s'agit effectivement d'une affaire d'État, que c'était bien l'État russe qui était visé et à travers lui, très probablement, dans cette affaire, donc que le père était explicitement visé et manifestement cet attentat a échoué de ce point de vue-là. Je suis à peu près convaincu que dans les projets des terroristes, car il n'y a pas d'autre terme, il était probablement prévu après la mort programmée d'Alexandre Douguine, de s'en féliciter le 24 août prochain, c'est-à-dire après-demain, jour de l'indépendance de l'Ukraine, pour montrer que le cerveau de Poutine avait été assassiné. Donc voilà ce que m'inspirent ces premiers commentaires, mais ce qu'il faut en retenir, je crois, c'est qu'il s'agit d'une affaire d'État gravissime, et je pense qu'elle aura des conséquences énormes, et dans le conflit russo-ukrainien, et dans le conflit russo-occidental, qui est le véritable conflit qui se dessine derrière, bien évidemment.
Oui, alors c'est une action à double tranchant parce que les perpétrateurs, les commanditaires ont montré qu'ils pouvaient frapper au cœur du pouvoir, si l'on peut dire. Sauf que apparemment Alexandre Douguine et un certain nombre de commentateurs d'hier étaient réservés sur ce Douguine n'était pas le grand conseiller et l'intime, nous y reviendrons là aussi, du président Poutine. C'était un intellectuel qui était à la périphérie et non pas un tenant du gloubi-glouba pan-asiatique ou eurasiatique ou pan-slaviste à la nouvelle mode ou national-bolchevique. C'est à double tranchant parce que en tuant leur fille, justement, ils ont créé une sorte de mini-séisme à échelle planétaire et ils se sont fait une très mauvaise publicité. Même s'ils ont montré qu'ils pouvaient marquer, mais pourquoi l'ont-ils fait? Et je vous rends la parole tout de suite, cher Emmanuel. Ils l'ont fait parce que Douguine n'était pas très connu en Russie, mais il était surtout très connu à l'étranger. Il était polyglotte, il parlait le français. Et donc on savait que il y a une dimension éminemment communicative, de communication et de communication de guerre dans ce qui aurait dû être l'assassinat de Douguine. Maintenant, encore une fois, en tuant non pas Douguine lui-même mais sa fille, ils se sont fait une contre-publicité considérable. Encore une fois, on n'engage pas ce type d'opération sans l'avoir mûrement réfléchi, mais cela montre peut-être, à la fois, et ce sont des aspects que nous avons développés, ça s'inscrit dans une escalade du conflit, et escalade qui est sensible, tant en France que partout ailleurs, aux États-Unis, que également vraisemblablement dans une situation de perte de vitesse pour les alliés occidentaux. Je ne dirais pas qu'ils sont aux abois, mais ils en sont réduits à perpétrer ou à faire perpétrer ce type d'actes terroristes qui rappellent les heures les plus noires de l'Irak ou de l'Afghanistan. Tout ça n'est pas grandiose. À vous, Emmanuel. Oui, je partage votre avis. Il est évident que lorsqu'une partie dans un conflit engage la lutte du terrorisme, c'est qu'elle est en position de faiblesse. Il est évident que si l'Ukraine était victorieuse dans la plaine du Donbass, il est évident qu'on n'en serait pas arrivé à ces extrémités. Je voudrais rebondir un instant sur ce que vous disiez il y a quelques instants sur Alexandre Douguine, pour essayer de préciser la position réelle qu'il occupait dans la nomenclature, si je puis dire, russe d'aujourd'hui. Donc, il est certain qu'il avait une relative audience, beaucoup moins forte en Russie que ce que l'on voulait bien en dire en Occident, mais qui n'était pas nulle quand même. Donc, ce qui est certain, c'est qu'après les événements du Maïdan, après les événements de 2014, il a été sanctionné puisqu'il a perdu ce poste de professeur qu'il avait dans l'université à Moscou. Et donc, il a manifestement été sanctionné par le pouvoir. Mais c'était une sanction relative, consistant plutôt à le mettre en coulisses, plutôt que de le laisser apparaître, car il n'a jamais véritablement disparu de la scène idéologique, de la scène politique russe. Il y est toujours présent. Et pour mémoire, je rappellerai qu'aujourd'hui encore, il dispose de vastes bureaux au sein même du ministère de l'Information situé sur Tverskaya, c'est-à-dire sur la principale avenue de Moscou, et que s'il était véritablement si mal perçu que cela, il n'aurait pas eu droit à ce privilège. Alors moi-même, je lui avais rendu visite dans ses bureaux, qui étaient des bureaux très sécurisés. C'est un bâtiment tout à fait officiel. Il y a des portes blindées. Un homme qui serait totalement à la marge ou marginalisé n'occuperait pas ce type de bureau. Alors, Douguine était-il simplement un intellectuel, un penseur et un visionnaire, ou plus que cela? Je n'ai pas de confirmation, mais à l'époque, au moment
où M. Erdogan a vu son pouvoir menacé, pour ne pas dire chancelé, lors d'une tentative de coup d'État dans laquelle la secte de Fethullah Gülen était impliquée. On a dit que Dugin, en passant par des chemins très détournés, le Kazakhstan, Chypre, était arrivé à Ankara, y avait rencontré le maire et elle l'avait donné des informations capitales concernant la préparation de ce coup d'État. Ce qui tendrait à montrer que Dugin avait aussi un rôle dans une diplomatie parallèle, mais une diplomatie très, très active, dans des domaines très cruciaux. Maintenant, je n'ai pas la preuve. J'avais posé la question d'ailleurs à Daria Dugina, qui s'était gardée de me répondre précisément, mais elle n'avait pas non plus nié. Voilà. Donc tout ça pour dire que la personnalité d'Alexandre Dugin est beaucoup plus complexe et son rôle n'est pas véritablement établi. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été visé, c'est certainement pour sa notoriété et pour montrer que l'on pouvait frapper dans les premiers cercles au moins supposés, parce que Dugin n'était pas Raspoutine, il n'a pas été, il n'a jamais été. Même Pascal Boniface le disait hier sur LCI, et Dieu sait que Pascal Boniface faisait très fort dans son commentaire dans l'ignominie. Pascal Boniface, qui est le patron d'une vague officine de géopolitique, mais qui est bien connu. C'est un homme de médias, un homme de tribune et de plateau. Voilà, donc Dugin n'était pas l'un des décideurs actuels, c'est clair, c'est net. Non, alors effectivement, ce n'était pas donc le Raspoutine de Poutine, comme l'ont dit certains imbéciles. Il avait néanmoins une influence dans ce que les Russes appellent les siloviki, c'est-à-dire ces ministères de force. Il avait indubitablement une influence marquée, une influence intellectuelle marquée auprès des ministres du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, dans lesquels il avait de nombreux soutiens. Donc ça, c'est absolument indéniable. Et pour revenir sur ce que vous disiez au sujet de son rôle dans la prévention de l'attentat contre Erdogan en juillet 2016, effectivement, donc il semblerait que Dugin ait joué un rôle d'émissaire de l'ombre pour prévenir Erdogan de l'attentat de la CIA et de la secte de Fethullah Gülen contre lui. Je confirme effectivement par d'autres sources avoir eu des informations sur cette visite où le maire d'Ankara, qui était un ami d'Alexandre Dugin, a servi d'intermédiaire pour prévenir Erdogan de la menace d'attentat préparé en tout cas par la CIA et la secte de Fethullah Gülen qui était sous le contrôle de cette même CIA. Donc il y a indéniablement de la part de Dugin un rôle d'émissaire de l'ombre qui est certainement utilisé par le Kremlin dans les milieux dans lesquels Dugin est actif, c'est-à-dire dans les milieux potentiellement anti-occidentaux, et il existe, y compris dans ce pays qu'est la Turquie, pourtant otanienne, il existe de nombreux courants anti-occidentaux et anti-OTAN, et de ce fait, Dugin pouvait servir de point de passage pour délivrer certains messages. Voilà ce que je pourrais rajouter sur cet élément, ce point de détail. Je vous remercie, Emmanuel. Pour revenir maintenant, puisque le thème de cette émission, c'est d'abord Daria Dugina, c'est comme cela que l'on dit en russe. Je dois dire, pour utiliser une vieille expression, une expression de boomers qu'on n'utilise plus aujourd'hui, c'était une fille épatante. Épatante non pas parce qu'elle nous épatait, mais parce que c'était une fille qui avait de la classe, qui était belle, elle avait 29 ans, c'était un témoin engagé qui se rendait dans le Donbass, un peu comme Madame ou Mademoiselle Bonnel en France, Marie-Laure Bonnel, qui fait un travail courageux, mais qui prépare un documentaire. Pardon, Anne-Laure Bonnel, pardonnez-moi. Et Daria, était une fille élégante, comme je dis, épatante, pour reprendre ce terme aujourd'hui devenu désuet, qui avait de la classe. Vous et moi, Emmanuel, nous avons partagé sa compagnie au cours d'une tournée intéressante et parfois un peu risquée, je n'entrerai pas dans les détails, en Syrie.
Alors, simplement une anecdote, nous avons pris un avion un petit avion avec des pilotes syriens, mais qui parlaient russe, qui étaient tout à fait russes ou russifiés, dans le ciel vide de la Syrie, au-dessus du désert syrien. Et dans je sais pas si c'était un Ilyushin ou un Antonov, un tout petit appareil, il y avait une dizaine ou une quinzaine de passagers, et c'était un vol privé, si je puis dire, et avec des sièges complètement défoncés, cassés, enfin c'était très folklorique. Et Daria, pour ne pas déranger ses compagnons de voyage, allait fumer dans le poste de pilotage. Voilà. Quand je dis qu'elle avait une certaine élégance, aussi, elle trouvait plus facile de fumer en compagnie du pilote, mais ça m'avait beaucoup amusé. Je tenais à raconter cette anecdote pour dire, tout le monde trouvera des photos de Daria Dugina, qui avait 29 ans et qui a été tuée. Sans doute n'était-elle pas la première cible, mais peut-être était-elle quand même une cible malgré tout, une véritable cible, en raison de son travail de témoignage, de témoin engagé, son travail journalistique en Ukraine. En Ukraine. Et de toute façon, en prenant en attentant à la vie de Dugin, on savait que sa fille serait dans le même véhicule. Donc les deux cibles étaient véritablement associées. Je suis tout à fait d'accord avec votre réflexion et j'abonde dans ce sens en confirmant que non seulement elle était très engagée dans le conflit ukrainien, mais qu'on la voyait beaucoup ces derniers mois, ces dernières années même, sur tous les champs de bataille contre l'Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud. Elle aussi était polyglotte, elle parlait remarquablement bien le français, l'anglais, d'autres langues encore. Et ah oui, elle avait ce talent. Bilingue, trilingue, mais pas le français, j'en atteste. Tout à fait. Et donc, ce travail qu'elle le faisait depuis de nombreuses années. Moi, j'ai fait sa connaissance en 2016 pour la préparation des colloques de Chisinau que j'avais organisés dans la capitale de la Moldavie pour attaquer le fer de lance du monde de l'ouverture, donc du monde de M. Soros, dans le pays où il était le plus en pointe. Et j'avais été impressionné par cette jeune femme, elle avait 25-26 ans à l'époque, par son intelligence et sa remarquable compréhension des problématiques géopolitiques du monde. Et de ce fait, c'était bien la digne fille de son père, car dans ces colloques de Chisinau qu'elle a remarquablement maîtrisé dans les travaux qu'elle y a fait, elle a démontré sa véritable connaissance, sa véritable compréhension du monde et de l'opposition, j'allais dire, ontologique entre le monde qu'elle représentait et le monde occidental. Et ça, c'était véritablement une découverte pour moi et qui a préludé à notre amitié que j'ai conservée jusqu'à sa mort. Alors notons que non seulement il n'y avait pas de conflit entre elle et son père, mais qu'elle était la digne fille de son père, ce qui devient rare, pas très rare, mais rare quand même dans le monde d'aujourd'hui. Elle n'avait pas renié son père puisqu'elle avait engagé ses pas dans les pas de son géniteur. Revenons là aussi sur l'attentat. Comme je dis, c'était pas une cible seulement Alexandre Dugin, mais sa fille sans doute également. Sur le modus operandi. Alors, il n'est pas exactement. Il paraît-il, il y a eu dans les années 90, il y avait régulièrement des attentats à voitures piégées à Moscou qui étaient dus certainement pour beaucoup à la mafia russe, mais on sait que la mafia russe est aussi une mafia, ce que les Américains appellent la mafia khazare, proprement russe, ça c'est autre chose. Donc ça c'est un modus operandi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec les assassinats ciblés qui se sont multipliés ces dernières années à Téhéran. Alors, ces assassinats ciblés visaient
visait essentiellement des scientifiques, mais pas seulement. On a eu le général Soleimani, qui était un homme qui faisait de la diplomatie proche-orientale, des allers-retours avec l'Arabie saoudite, qui a joué un grand rôle au Liban et en Syrie, que les Américains ont fait abattre par un drone tueur. Comme quoi les États-Unis pratiquent aussi le terrorisme d'État. Alors, je n'oserais dire que il y a à Moscou des Sayanim, c'est-à-dire des agents d'une 5e colonne qui représenteraient à la fois les intérêts d'une mafia, mais qui pourraient servir de relais. Après tout, on ne sait pas qui a tué le président Kennedy, mais la mafia a peut-être joué un rôle comme relais des services spéciaux. Là, je ne fais pas de complotisme outrancier. Dès lors qu'il y a une voiture qui saute avec une passagère, et pas n'importe laquelle, on peut imaginer qu'il y a des forces obscures, et des forces obscures bien structurées, bien organisées derrière tout cela. C'est, encore une fois, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un incident anodin, puisque vous l'avez dit, vous l'avez souligné, même si aujourd'hui, tout d'un coup, calme plat, parce que je pense que les ordres sont tombés dans les rédactions. Il faut dire les choses comme ça. La vague, le choc a été planétaire. Absolument. J'ai vu à ce sujet donc une réflexion intéressante dans un journal russe sur le modus operandi de cette opération. Car en fait, il est important de savoir, et là l'analyse, l'enquête le démontrera, je pense, prochainement, de savoir s'il s'agissait d'une bombe à minuterie ou s'il s'agissait d'une bombe télécommandée. Car en effet, dans l'un ou l'autre cas, nous n'avons pas les mêmes motivations dans l'action. Je me suis effectivement posé la question. Bombe, absolument. S'il s'agissait d'une bombe avec minuterie, on peut penser que les assassins croyant ou voulant tuer Alexandre Douguine et s'apercevant qu'il s'agissait de sa fille qui montait dans la voiture, ne pouvaient plus rien faire puisque la bombe était enclenchée. En revanche, s'il s'agissait, comme c'est le plus probable, parce que c'est maintenant la technique qui est utilisée beaucoup plus facilement, d'une télécommande, cela signifie que les assassins ont tué Daria Douguine en toute connaissance de cause, sachant bien que son père n'était pas dans le véhicule. Et donc ça, oui, ils l'ont tué délibérément. Ils l'ont tué délibérément parce que, encore une fois, c'est une opération de propagande et de communication. Il fallait montrer qu'on pouvait frapper à Moscou et dans le 2e ou 3e cercle du pouvoir. Absolument. Et donc, c'est une question importante donc, dont l'enquête révélera peut-être dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, c'est une question qui méritait l'attention. Pour revenir sur les circonstances de cet accident, rappelons le contexte. Donc, Daria Douguine était avec son père dans un festival de tradition qui se tenait à une 40aine de kilomètres au nord de Moscou et qui était un festival de chansons, de poèmes, de vieux métiers, de renaissance comme on peut en trouver aujourd'hui en France. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle était avec son père pour participer de ce combat éternel contre la décadence occidentale. Parce que le travail que faisaient également Alexandre Douguine et sa fille consistait à copier tradition russe contre l'esprit occidental décadent. Car c'est véritablement l'esprit dans lequel se situait leur combat, c'était d'opposer une Russie gardienne des traditions à un Occident décadent dégénéré contre lequel il fallait lutter de toutes ses forces. Et l'engagement de Douguine et de sa fille dans la guerre d'Ukraine, c'est également une lutte non pas contre les Ukrainiens, mais contre la décadence occidentale et contre l'instauration des Gay Pride à Kiev et dans toutes les villes où cette manifestation se produisait. Alors, c'est un combat de civilisation, c'est une guerre civilisationnelle, c'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais une guerre de la Russie contre l'OTAN et contre les États-Unis. C'est une guerre aussi contre, je vous renvoie à la photographie qui a publiée, alors il y a des salopards qui nous ont dit que c'était un montage, où on voit le super grand amiral
américain qui est aussi pas secrétaire d'État, mais enfin vice-ministre de je ne sais quoi de la santé, qui est Rachel Levine. Et Rachel Levine est un transsexuel qui était un homme, puis maintenant c'est une femme, et maintenant c'est une femme super amirale. Elle est en costume d'amiral, et à côté il y a un personnage au crâne rasé, en talons aiguilles, évidemment, rose, qui est aussi un travesti, c'est un homme, pardonnez-moi, son nom m'échappe, mais qui est le responsable d'une des plus grosses, ou de la plus grosse, la plus grande, la plus importante agence de déchets nucléaires ou relative au nucléaire américain. Et on voit sur sa chaîne Twitter, je sais pas quoi, sur son site, on voit le même personnage entouré de chiens. Il pratique le fétichisme de chiens. C'est pas des chiens, des vrais chiens, c'est des bons hommes avec lesquels il pratique des orgies, qui portent des masques de chiens et qui sont enchaînés, enlacés, enfin tous ces trucs habituels. Donc Solzhenitsyn parlait déjà, alors que la Russie soviétique était toujours en place, parlait déjà du purin, du champ d'épandage occidental qui filtrait sous le rideau de fer. Je rappelle pour les jeunes générations qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le rideau de fer, et il y avait une frontière avec des miradors qui couraient tout à travers l'Europe. Et ce purin, Solzhenitsyn, dans la grande tradition des Russes, l'avait en horreur. À la fois, on peut se sentir européen, occidental, mais pas n'importe quel Occident et pas n'importe quelle Europe. Je signale un livre, il n'en existe qu'une seule traduction d'un de ces livres de Konstantin Leontiev, qui était La mort de l'Europe. Ça a été écrit à la fin du 19e siècle. C'est publié à Lausanne aux éditions L'Âge d'Homme, et ça donne une bonne idée de ce qu'était le courant, ce qu'on appelait à l'époque slavophile, qui était un précurseur de ce que a pu être, de ce que peut être, pardonnez-moi, Alexandre Douguine. L'Europe est un objet de de répulsion. Pensez qu'en France, pardonnez-moi pour cette digression un tout petit peu longue, mais les scandales, chaque jour apporte son lot de scandales. Il y a eu les détenus qui, au lieu de se réhabiliter par le travail, les détenus de la maison de la santé qui, dans la cour centrale, faisaient du kart. On n'a pas d'autre argent, on ne peut pas le mettre ailleurs, mais les ateliers sont fermés et les détenus ne travaillent plus et ne se restructurent plus autour du travail. Certains ont pu dire autrefois, mais je ne veux pas insister là-dessus, que le travail rendait libre, mais en tout cas le travail peut libérer, c'est indéniable. Et puis aussi la fameuse affiche du planning, du planage familial qui soi-disant est là pour aider les populations dans l'accomplissement de leur sexualité et la régulation des naissances. Et on a vu aussi, il y en a qui ont dit ça, l'affiche qui fait polémique, ça c'était Boulevard Voltaire. Pas un mot sur Boulevard Voltaire, soi-disant de droite ou d'extrême droite, ce matin sur l'affaire Douguina. L'affaire, le drame, j'ai dit, cette affiche où on voit une femme qui porte une barbe, donc c'est la femme qui met sa main amoureusement sur le ventre de l'homme, qui est aussi un noir et qui est enceint. Et le planning nous explique que les hommes sont des femmes qui peuvent être enceints. Voilà l'Occident. Voilà l'Occident que la Russie de Poutine refuse. Et sans doute à juste titre. Il ne s'agit pas d'être réactionnaire de façon hallucinante pour dire que il y a un blanc, il y a un noir. Je ne parle pas de couleur de peau. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du bien, il y a du mal. Il y a des limites à ne pas franchir. Et je pense que l'Occident est en train de franchir toutes les limites. Mais nous allons revenir, si vous le voulez bien, cher Emmanuel, sur justement le caractère d'escalade des événements actuels. Oui, alors je voudrais, comment dirais-je, donc approfondir cet élément sur lequel que vous citez, parce que c'est une forte composante dans la volonté de guerre des Russes contre l'Occident. Il y a une volonté de guerre, de guerre défensive. Il ne s'agit pas d'une guerre d'agression, d'une guerre défensive. La Russie refuse
catégoriquement les manifestations de cette décadence, de cette dégénérescence. Et ce point que vous soulevez en citant notamment Léontiev, qui avec beaucoup d'autres, dès le 19e siècle, comme vous l'avez souligné, d'autres intellectuels russes, dénonçaient déjà au 19e, parfois dès le début du 19e, la décadence et la pourriture de l'Occident. Donc le processus auquel nous parvenons aujourd'hui en Europe occidentale, en Amérique et dans le monde occidental est un phénomène d'accomplissement, d'apogée dans le domaine de la décadence. Et donc c'est véritablement donc, contre cet Occident dégénéré que la Russie entre en guerre. Et elle refuse catégoriquement, mais avec beaucoup d'autres peuples qui sont restés beaucoup plus sains que les nôtres, les Russes sont entrés en guerre contre cette forme de pensée, contre cette société de décadence totale. Et c'est une composante très importante dans les volontés d'action de la Russie de mettre un terme à l'envahissement occidental. C'est pour ça que je parlais de guerre civilisationnelle. Alors, je rappelle que nous sommes le lundi 22 août, que vous êtes à l'écoute du 79e libre journal de Jean-Michel Vernochet, la liberté de parole étant la chose la moins bien partagée dans ce pays, et que nous recevons aujourd'hui un analyste politique, Emmanuel Leroy, qui a bien connu, qui a rencontré à de multiples reprises Daria Dugina, qui vient d'être assassinée de façon odieuse samedi dernier, en fin d'après-midi, en début de soirée, à Moscou. C'est un acte qui encore une fois a eu un retentissement mondial, mais qui n'en a plus aujourd'hui pour notre presse bien pensante, parce que les ordres ont dû tomber de haut. Alors, deux mots, il faut inscrire cet événement d'ailleurs dans une actuelle escalade qu'on peut interpréter de différentes façons. Ça peut être le champ du signe aussi de la guerre. Je rappellerai qu'il y a eu une tentative au moins d'un drone, de tester les défenses, voire plus, sur le pont de Kerch, qui relie aujourd'hui la Crimée au bloc continental russe. C'est une merveille de technique, et le pont de Kerch a une valeur éminemment stratégique, mais qu'également, il y a 2 dépôts de munitions qui ont sauté. Alors, on avait parlé pour l'un d'un missile, pour l'autre d'un attentat, mais qui ont sauté sur le territoire de la Crimée. Donc on voit que se multiplient des actions non seulement violentes, mais la guerre c'est violent, mais surtout sournoises et qui visent le cœur du système. Je ne sais pas si le Kremlin aura à cœur de réagir violemment et supportera les provocations, mais n'oublions pas que le Kremlin a supporté les provocations otanesques, puisque l'OTAN on a découvert ça à l'occasion de la guerre, était déjà installé en Ukraine depuis 2014, et bien installé, et même dès avant, même 2003. Et donc, la patience russe a été très longue entre 2014 et 2022. Nous sommes au bord de l'anniversaire du conflit, qui était le 24, qui a démarré le 24 février. Nous arrivons le 24 dans 2 jours, c'est le 24 août, et on sait que les fins de mois d'août sont des mois de tous les dangers. Absolument. Le 24 août, c'est également, donc, je le rappelais tout à l'heure, donc le jour de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, et ce sera effectivement l'anniversaire, si je puis dire, donc le demi-anniversaire du 6e mois du début de cette guerre. Et c'est effectivement une guerre civilisationnelle, mais qui, à certains égards, me rappelle quelque peu la guerre d'Espagne, car vous parliez donc de ces attentats donc avec des drones ou des munitions sophistiquées. Il est indéniable que dans cette guerre, dans ce conflit, l'Occident, et les Russes aussi d'ailleurs, testent leurs armes et la manière de se défendre contre eux. Ce sont des manœuvres grandeur nature, c'est certain. Il y a la volonté de... C'est absolument ça. C'est absolument ça. Et je crois qu'il y a également la volonté de pousser la Russie dans ses activités, de la contraindre à montrer
ces armes extraordinaires dont parlait Poutine en 2018. Et pour l'instant, donc la Russie se retient. C'est manifeste. Elle emploie essentiellement des armes traditionnelles. Bien sûr, elle teste quelques équipements nouveaux, quelques munitions nouvelles, mais dans l'ensemble, le sentiment que j'ai en observant ce conflit de près, c'est que les Occidentaux font tout pour pousser les Russes à la provocation, et l'attentat contre Daria Dugin fait partie également de ces provocations, pour contraindre les Russes à monter dans l'escalade, à monter dans la réaction, de manière à manifestement provoquer un côté provocation. Il y a un côté provocation indéniable. Absolument. On essaye de pousser les Russes dans leur retranchement et à perdre la maîtrise de leurs nerfs, si on peut dire. Certains avaient évoqué l'envoi d'un missile hypervéloce sur le bunker de Zelensky. Ce serait peut-être un trop grand cadeau à lui faire, d'en faire un martyr. Oui, c'est certain. Donc, dans cette affaire, donc, il y a beaucoup de choses que nous voyons, mais qui nous échappent parce que nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants également. C'est le bombardement quotidien depuis maintenant une semaine, le bombardement quotidien de la centrale. Oui, les Russes, alors c'est ça qui est intéressant, qui est passionnant. Ce sont les Russes qui s'auto-bombardent. Ils bombardent. Alors, j'entendais cet abruti hier soir sur LCI qui nous disait qu'il y avait des risques de Tchernobyl, etc. Mais non, même un petit missile, même un gros missile ne fera pas sauter le bouclier extérieur, le dôme de la centrale. Non, mais ce qu'il y a, s'il tombe sur les dépôts de déchets, ça peut faire une bombe sale. Et à ce moment-là, toute l'Europe peut être polluée. C'est ça le véritable danger. Mais on n'est ni à Fukushima, ni à Tchernobyl, ni à Three Mile Island. Contrairement à ce que pense le géopolitologue de service. Absolument. Mais il y a peut-être aussi dans cette affaire du bombardement de l'usine nucléaire de Zaporojié, il y a aussi peut-être la volonté de se venger de la probable capture des stocks de plutonium et d'uranium enrichi sur lesquels les Russes auraient, je préfère employer le conditionnel parce qu'on n'a pas de preuves, auraient mis la main dès le début du conflit, dès le mois de mars. Car en effet, si on se souvient des propos de M. Raphaël Grossi, M. Grossi donc, est le patron de l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui, devant Davos, c'était pas devant un café au café du commerce, devant ses amis de Davos, a affirmé qu'il y avait en Ukraine, dans la centrale de Zaporojié, qu'il y avait 30 tonnes de plutonium et 40 tonnes d'uranium enrichi, ce qui correspond à des sommes absolument phénoménales, d'une part sur le plan financier, et d'autre part qui contrevenaient totalement aux engagements qu'avait pris l'Ukraine en 1994 de ne plus jamais être un État nucléarisé. Et là, il s'agit peut-être de la part des mandataires, des mentors de l'Ukraine, et je pense en particulier aux Britanniques dans cette affaire, pour tenter ou de récupérer ces quantités prodigieuses de plutonium ou d'uranium, ou de les détruire, quitte à provoquer un accident nucléaire dont les Anglais et les Américains se contrefichent comme de leur première chemise. Alors, ce que vous dites est très important. On sait que l'Ukraine était fortement tentée par un réarmement atomique avant le déclenchement de l'opération spéciale. L'Ukraine était sans doute le bastion nucléaire le plus important en Russie avant la chute, avant 1991. Et la chute de l'Union soviétique. Il voulait redevenir une puissance nucléaire pour faire pièce justement à la Russie. Si l'Ukraine avait été dotée de ce moyen de dissuasion rédhibitoire, il est clair que la Russie n'aurait plus pu intervenir. Maintenant, au-delà de la valeur financière, c'est la valeur potentielle militaire de ces matériaux. Il ne faut pas négliger cet aspect. De même qu'on a découvert que le 30%, je crois, si je n'exagère pas, que près de 30% des terres ukrainiennes, du blé ukrainien, du maïs ukrainien appartiennent à Bill Gates, appartiennent à Jeff Bezos, ou en tout cas aux super grands milliardaires, aux super riches américains.
le grenier à blé de la planète, c'est aussi un grenier à blé, une annexe du Middle West, et surtout des éléments importants de la puissance économique américaine. N'oublions pas que le premier marché mondial des matières premières, notamment agricoles, ce n'est pas à Wall Street, c'est à Chicago. Les grands centres de pilotage économique et financier de la planète sont aux États-Unis pour la finance pure. Wall Street, Chicago, première. Donc il y a aussi cette dimension, mais là, ça nous emmènerait un peu trop loin. Je préfère revenir à l'aspect escalade que manifeste la mort désastreuse de Daria Dugina. Dugina, j'insiste là-dessus, vous venez de parler du Royaume-Uni, était obligatoirement une cible. Elle était sur la liste noire. À 29 ans, elle était sur la liste noire des British et du MI6. Ce n'est pas par hasard, donc elle était à éliminer parce que beaucoup des super empoisonnements attribués à la Russie, les Skripal et compagnie, on se demande si c'est pas le MI6 qui avait mis un peu la main à la porte. Je ne vais pas revenir, il y avait des mémoires, des fausses mémoires de Raspoutine qui avaient été écrites par un ancien agent du MI6. C'est assez passionnant et il y a un empoisonnement à toutes les pas à toutes les pages, mais presque. On voit Raspoutine qui boit beaucoup de champagne. C'est assez cocasse. Et même par certains côtés, ce faux, puisque c'est un faux évident, est assez intéressant parce que nous en apprenons moins sur la Russie et sur Raspoutine lui-même que sur l'Angleterre du début du siècle. Voilà. Effectivement, donc pour justifier, pour comprendre les raisons de cette escalade, il faut bien garder présent à l'esprit que nous sommes dans une course de vitesse. Dans une course de vitesse, car ce conflit en Ukraine n'est pas uniquement un conflit militaire, il s'agit d'un conflit, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, civilisationnel, de nature absolument prodigieuse, qui oppose une Russie traditionnelle avec l'aide de beaucoup de pays qui, discrètement, la soutiennent dans ce combat, dans ce défi qu'elle a lancé contre l'Occident. Et il y a manifestement des signes de faiblesse extrême qui se montrent dans le camp occidental. Alors, sur le plan strictement militaire, il est évident que l'armée ukrainienne, et notamment les troupes d'élite de l'armée ukrainienne qui se trouvaient dans le Donbass, souffrent infiniment, de jour en jour, de la politique d'attaque par l'artillerie russe qui est absolument phénoménale, où il y a chaque jour entre 200 et 500 morts côté ukrainien. Donc cette politique d'attrition marque des points et l'Ukraine recule sur le plan militaire de manière indéniable. Ça, c'est la première inquiétude de la part des Occidentaux. La deuxième inquiétude, qui est peut-être encore beaucoup plus grande, c'est sur le plan économique et social, les conséquences économiques et sociales qui ne vont pas tarder, en particulier, mais également aux États-Unis, avec les conséquences de l'augmentation phénoménale des prix de l'énergie auxquels aucun pays européen ne pourra résister. Il est évident que si nous avons, comme c'est hautement probable, une multiplication des prix de l'électricité par 6, voire par 10, comme dans certains pays, comme en Italie par exemple, dans les mois qui viennent, il est évident qu'aucun régime de l'Union européenne ne pourra survivre à une telle pression. Et de ce point de vue-là, la course de vitesse qui est engagée, c'est d'essayer de faire surréagir la Russie pour déclencher un conflit, et je pense que là, les néoconservateurs et également donc, l'oligarchie britannique, très pour tenter de faire basculer cette guerre, qui n'est encore qu'une guerre régionale, pour la faire dégénérer en un véritable conflit mondial. Alors, vous avez non seulement parfaitement raison, je rappelle que nous sommes le lundi 22 août et que vous êtes à l'écoute du 79e libre journal de Jean-Michel Vernochet avec pour invité l'analyste politique Emmanuel Leroy. Alors,
provocations. Oui, on multiplie les provocations, que ce soit le drone qui se dirige vers le pont de Kerch, les dépôts de munitions qui sautent en Crimée, que ce soit les bombardements de la centrale de Zaporijjia par les Russes eux-mêmes. Les Russes auto-bombardent et tout le monde gobe ça, et tous les journalistes gobent ça. Ça semble extraordinaire, mais c'est comme ça, comme si les Russes allaient se bombarder eux-mêmes. Voilà. La mort de Daria Dugina, effectivement, on a l'impression que ces provocations viseraient à débusquer les Russes, à les pousser à la faute, à utiliser des armes ou à pouvoir justifier ensuite une intervention beaucoup plus musclée. Je signale qu'un général qui était autorisé à parler en France, son nom m'échappe, préconisait d'envoyer des soldats anglais, français, allemands, polonais, combattre sur le sol même, servir des batteries de missiles, des systèmes, notamment il disait antiaériens. Alors bien sûr, ce salopard disait pour défendre les populations civiles, comme si les populations civiles, l'ouest de l'Ukraine n'est pas du tout bombardé, parce que ce n'est pas sur la ligne d'affrontement, de confrontation. Mais c'est à rapprocher du discours, non pas de Brégançon, mais le discours du jet skieur, là, l'homme qui pratique le jet ski en Méditerranée, et qui nous a annoncé que la liberté avait un coût et ce coût allait augmenter. Il y a aussi une inflation de ce côté-là. Donc il y a des gens qui poussent ouvertement aujourd'hui des voix autorisées, des officiers supérieurs de haut gradé qui poussent ouvertement à l'engagement, à une co-belligérance. Il le dit d'ailleurs, ils utilisent les termes. La co-belligérance, maintenant, c'est un mot qui ne doit plus être tabou. Alors, ont-ils l'assurance que la Fédération de Russie n'utilisera pas ses armes stratégiques, ne recourra pas au nucléaire? Mais enfin, jusqu'où pourra-t-on aiguillonner, piquer, comme le fait le picador avec le taureau dans l'arène, piquer l'ours russe sans qu'il réagisse? Alors, je termine là-dessus. Nous avions eu autrefois des guerres de mouvement du temps de Napoléon, puis en 14-18, innovation, nous avons eu des guerres de position. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire, hein. Et maintenant, on a des guerres d'attrition, c'est-à-dire on peut penser que Russes comme alliés occidentalistes, devrais-je dire, essayent d'épuiser l'autre. Épuiser l'autre en ressources humaines, en ressources matérielles, en munitions. Notons que les Américains font des annonces fracassantes, mais que leur matériel met des mois et des mois à arriver, ils n'arrivent pas du tout, que un certain nombre sont vendus au marché noir, d'ailleurs, lorsqu'ils parviennent sur le territoire ukrainien, d'autres sont détruits par les missiles russes, et qu'il n'y a pas de personnel formé. Donc, pénurie de ressources humaines du côté ukrainien, bien que les réserves de conscription, de mobilisation soient énormes, presque 1 million d'hommes, 800, 900 000, et que tout est mis en œuvre aujourd'hui. On a vidé les prisons, on ramasse tout le monde. On n'en est pas encore à ramasser les gens dans la rue, mais ça viendra. Monsieur Zelensky, d'ailleurs, me semble être en perte de vitesse. Et de nombreuses voix, je vais vous laisser rebondir sur ce sujet, de nombreuses voix s'élèvent, tant aux États-Unis, même dans le New York Times, qu'en Angleterre, contre la mauvaise gestion du conflit par monsieur Zelensky. Donc une guerre d'attrition, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les matériels, mais également économiques. C'est le premier qui sera le plus épuisé, qui sera bien obligé de lâcher prise. Mais ça, pour l'instant, les sanctions renforcent la Russie et nous appauvrissent nous. C'est pas l'autre a dit, je ne sais plus qui est l'autre, c'est pas une balle dans le pied, c'est même pas une balle dans le genou, c'est une balle dans le poumon. L'Europe ne va plus pouvoir respirer. À vous, Emmanuel. Oui, donc il est évident que les sanctions occidentales ont été absolument de nul effet. Donc, ayant un certain nombre de contacts en Russie et dialoguant quasi quotidiennement avec eux, je puis vous affirmer que la Russie n'est nullement touchée par les sanctions qui ont été prononcées contre elle. Et au contraire,
Il semblerait que cette politique véritablement suicidaire de l'Occident ait au contraire donc contribué à augmenter de manière très significative les revenus financiers de la Fédération de Russie, notamment dans la vente des hydrocarbures, qui lui ont permis d'obtenir des résultats très largement supérieurs à ceux qu'elle avait en 2021. Donc là, de ce point de vue-là, l'échec est total. La volonté de faire tomber le rouble, également qu'annonçait M. Biden au mois de mars, en annonçant un dollar contre 200 roubles. Là aussi, donc, c'est complètement effondré, puisque donc le rouble est devenu aujourd'hui une des monnaies les plus fortes sur la scène mondiale, presque trop forte d'ailleurs, puisque actuellement la Banque centrale de Russie tente de faire baisser le niveau du rouble de manière à conserver des capacités. Sachant malgré tout que le dollar est à un niveau très haut actuellement. Absolument. Le dollar ne s'est pas effondré pour l'instant. Forcément, ils vont nous vendre leur gaz liquéfié, leur gaz de schiste. Ils commencent à en vendre un peu partout d'ailleurs. Oui, je voulais juste allez-y, Emmanuel. Revenir sur un point que vous avez souligné, qui est la contestation de M. Zelensky, y compris par ses propres alliés. Donc effectivement, on observe depuis plusieurs semaines, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, donc également en Europe, une perte du soutien qu'il avait jusqu'à présent. Et on le voit notamment par la volonté de promouvoir désormais celui qui semble se présenter comme le futur successeur de M. Zelensky, soit que ce dernier donc périsse dans un attentat, soit qu'il soit écarté d'une manière ou d'une autre. Il semblerait que ce soit le général en chef de l'armée ukrainienne, M. Zaloujny, qui serait sur les rangs pour succéder à M. Zelensky, et sans doute parce que ce dernier ne rencontre plus aucune critique sur la scène internationale, d'une part, mais également dans son propre pays, où sa politique jusqu'au boutiste et véritablement suicidaire commence à engendrer des réactions très fortes dans la population, même si la propagande est là pour le dissimuler. Alors, vous venez de soulever un point très important. Vous avez dit soit que M. Zelensky périsse dans un attentat. Ça m'induit à penser que l'attentat contre Alexandre et l'attentat manqué contre Alexandre Douguine et qui a réussi contre Daria Dougina n'est pas dû aux Ukrainiens proprement dit, mais une super manipulation qui pourrait viser ensuite, ça c'est l'avis d'un de mes amis qui s'appelle Daoud, un peu complotiste, un peu beaucoup complotiste, mais bon géopoliticien par ailleurs, qui pense que cet attentat pourrait justifier ensuite, en rétorsion, on accuserait la Russie d'un assassinat, d'un attentat contre Zelensky, qui commence à être très dévalué, très discrédité. L'hypothèse n'est pas absurde, parce que si on pouvait mettre la mort de Zelensky sur le dos, ça permettrait de rebondir de bien des façons et peut-être d'engager plus directement des forces européennes dans ce conflit, parce qu'après avoir fait massacrer les Ukrainiens, les États-Unis, Washington, M. Biden n'hésitera pas à sacrifier un certain nombre d'Européens. Voilà, qui sont du consommable, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. On peut consommer. C'est ça, tout à fait. Donc, nous verrons si cette hypothèse se joue. En tout cas, je crois que dans les petites semaines qui viennent, nous allons assister à de grands changements. Et dans tous les cas de figure, donc pour en revenir à l'environnement géopolitique de cette guerre, il est évident que de toute façon, la Russie ne s'arrêtera pas à la reconquête du Donbass, et qu'il est évident, ça ils l'ont affirmé, que des villes comme Kharkov ou Nikolaïev ou Odessa faisaient partie de leurs objectifs, et que la Russie ne s'arrêtera pas, ne signera pas de paix tant que ces territoires n'auront pas été libérés, car dans l'esprit, c'est véritablement une libération dont il s'agit. On aura par la suite une Ukraine totalement enclavée, qui sera peut-être récupérée en grande partie par la Pologne. Une Ukraine qui, quand je dis enclavée, signifie qu'elle n'aura plus d'accès à la mer, plus d'accès à la Baltique, et que la Russie, qui au départ avait... À la mer Noire. Pardonnez-moi, non.
C'est un fourchage de langue, un lapsus linguae. Et vous pardonnerez, j'espère, au départ, on peut penser que les ambitions russes dans cette opération spéciale étaient limitées au Donbass, mais aujourd'hui, vu les circonstances, elles s'étendent jusqu'à la Transnistrie qui rejoindra la Russie. Elle est déjà en partie, puisque c'est un État non reconnu, un État de facto, mais pas déjuré, et que cette Transnistrie, cette petite Transnistrie, rejoindra la mère patrie une fois pour toutes, ainsi qu'Odessa et tout le sud de l'Ukraine. Et ça ne sera que bien ainsi, puisque il faut réunir 1919 Woodrow Wilson avait promu le principe des nationalités qui devait prévaloir sur tout. L'arbitraire des frontières, c'était pas quelque chose de totalement idiot. Ça permettait, voilà. On va pas faire un cours de diplomatie, mais on a voulu imposer le contrôle, la règle des nationalités. On a créé d'ailleurs la Yougoslavie. On a vu ce que ça a donné dans les années 90, puisque la fédération yougoslave a éclaté justement sous la poussée du droit à l'autodétermination de chacun. Donc demain, la Corse, la Bretagne, le Pays Basque, les Flandres, l'Alsace devraient normalement pouvoir réclamer leur indépendance. Voilà, mais en tout cas, la Russie a raison de recréer un territoire homogène, unifié aussi bien culturellement que linguistiquement, et de reconstituer non pas l'empire, ce dont on a accusé Vladimir Poutine, mais reposer une unité géographique et humaine et civilisationnelle un peu cohérente. Tout à fait, et j'ajouterai un point, si vous le permettez, qui reprend les propos de Vladimir Poutine donc au début de cette opération, propos dont il faut bien mesurer le sens parce qu'ils sont importants. Donc il y a deux termes essentiels qu'il a utilisés, ce sont les termes de démilitarisation et de dénazification. Et il est évident que ce dernier terme de dénazification a du mal à être compris en Occident, car peu de gens comprennent véritablement quelle est la nature du régime de M. Zelensky aujourd'hui, quelle est la nature de l'Ukraine de ce premier quart de siècle. C'est véritablement quelque chose qui a muté, et il faut bien comprendre que depuis au moins 30 ans, les anglo-saxons ont réussi par un travail métapolitique consciencieux et suivi à lobotomiser véritablement une grande partie de la population ukrainienne en restaurant le mythe, la mythologie de ces nationalistes ukrainiens collaborationnistes, qu'on le veuille ou non, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs avec ces centaines de militants de Pravi Sector ou d'Azov arrêtés, avec leurs multiples tatouages nazis. Cette nazification de l'Ukraine a été véritablement une opération d'intoxication ou de manipulation des masses absolument réussie de la part des anglo-saxons, et on le mesure très mal en Occident, dans la mesure où aucune information n'a transparu ou quasiment. Et c'est véritablement ce qu'il faut comprendre, c'est que les Russes, s'ils veulent avoir la paix à leurs frontières, seront obligés de travailler sur le fond pour littéralement extirper cette idéologie ultranationale russe que les anglo-saxons ont réussi à instaurer en Ukraine depuis maintenant plus de 30 ans. Oui, c'est une greffe qui a réussi. Alors maintenant, ça ne peut se comprendre, ça pourrait être l'objet d'une autre émission que dans un contexte historique, et avec une erreur fondamentale, c'est que les forces russes, les troupes russes, l'armée russe d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'armée soviétique, avec ses viols, ses massacres, qui étaient une politique d'État. Quand les bandéristes se sont soulevés, c'était contre, encore une fois, il y avait eu l'Holodomor, les grandes famines staliniennes, mais avant il y avait eu les grandes famines léninistes. C'est le régime soviétique, le règne soviétique avait été proprement terrifiant.
je dis bien terrifiant. C'est Bela Kun qui avait été le dictateur rouge et sanglant de la Hongrie, qui était venu ensuite se faire les mains sur l'Ukraine. Il avait remis de l'ordre. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais n'allez surtout pas sur Wikipédia qui ne vous dira rien sur la question. Donc ça se comprend dans un contexte historique, sauf que nous ne sommes plus dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique est morte. Les Russes sont des gens plutôt civilisés, même s'ils sont brutaux, mais comme tous ces peuples d'Europe orientale. Et rien que les tatouages doivent nous indiquer que les bandéristes actuels, donc les Azov, tout ce que l'on veut, les Pravi Sector et autres, sont beaucoup plus proches des maras centre-américaine, vous savez, ces gangs terrifiants qui comptent parfois plusieurs dizaines de milliers de membres, qui sont tatoués de haut en bas, et donc c'est une sorte, le nazisme n'est plus qu'une sorte de folklore, et sous couvert patriotique. Donc encore une fois, ne faisons pas la confusion, ce qui serait stupide, entre les nazis d'ailleurs et d'autrefois, ni même avec l'armée rouge, ce qu'elle était et ce qu'elle n'est plus. Je pense que c'est important, mais c'est difficile à comprendre parce qu'on ne peut pas compter sur l'éducation nationale qui recrute à tout va des gens n'importe qui n'a plus les moyens d'enseigner et qui est en train de naufrager dans notre malheureux pays. Il n'y a pas que le planage familial avec ces hommes enceints. Absolument. Bien. Emmanuel, nous allons conclure ce 79e libre journal de Jean-Michel Vernochet du lundi 22 août, qui avait pour thème l'affreuse mort de Daria Dugina, qui était une jeune femme brillante, épatante, comme je l'ai dit en début d'émission. Et je voudrais, tout en concluant, vous signaler que les éditions du Alpha ont republié mes chroniques ukrainiennes avec une énorme préface de 50 pages d'un spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, le capitaine, il a un nom invraisemblable, un nom américain, et que cela vaut la peine. Donc, chroniques ukrainiennes aux éditions du Alpha, Jean-Michel Vernochet, et également sorti au cours de l'été, au mois de juillet, Imposture et trahison, c'est tout un programme. À propos du deuxième volet de la saga Macron, sur laquelle il est impossible d'être très tendre. Donc pour ceux qui veulent être un peu au courant de tout cela, eh bien qu'ils se reportent à ces deux ouvrages, Chroniques ukrainiennes, Imposture et trahison, sachant que M. Macron, je le disais lui-même, apparemment pousse à la roue de laquelle il a l'air d'en être convaincu, même s'il le dit qu'à mi-mot et en filigrane. Je pense que effectivement la rentrée, la fin de l'été sera de tous les dangers. À vous, cher Emmanuel, le mot de la fin. Eh bien, merci, cher Jean-Michel. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir lancé cette émission d'hommage à Daria Dugin. C'était véritablement une amie chère à mon cœur, une personne infiniment sensible et respectable. C'est une grande perte, je crois, pour la Russie, car la Russie a beaucoup de talent. Et pour l'Europe. Mais si la Russie a beaucoup de talent et beaucoup d'intelligence, il faut remarquer que dans le monde des idées politiques, il n'y a pas pléthore d'esprits brillants. Et Daria Dugin était un de ces esprits. Je pense que c'est une perte réelle pour la Russie. J'espère qu'elle trouvera des successeurs. Mais en tout cas, donc, je voulais vous remercier infiniment pour cette émission d'hommage à cette grande dame, à cette grande jeune dame qui vient de nous quitter et qui méritait effectivement ce coup de chapeau. Eh bien, écoutez, merci à vous, merci à toutes et à tous. Je rappellerai qu'Anthony Bélanger, ce matin, se gargarisait sur France Inter pour dire que Alexandre Dugin était un sous-intellectuel, c'était un va-nu-pied, un promoteur de gloubi-glouba, je ne sais quoi, moral. Et donc, au fond, si sa fille est partie,
ce n'est qu'une sorte de petit bienfait pour l'humanité, puisque qui peut se passer de gens de cet acabit. Voilà, merci à Anthony Bélanger, merci à France Inter qui fait excellemment bien son travail de désinformation, de propagande et d'abrutissement des populations. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à vous, Monsieur V. Merci, au revoir. Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Je voulais en profiter pour saluer tous les camarades que j'ai eu le plaisir de croiser cette année au Festival de la Réconciliation. J'ai été très touché de l'accueil que vous avez fait à notre travail. Vos messages d'encouragement sont comme un carburant pour nous et nous aident à ne pas abandonner en si bon chemin. Briser la barrière du numérique et de se rencontrer dans le réel, ça n'a pas de prix. Je voudrais aussi saluer tous mes collègues techniciens qui se reconnaîtront et sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Je me joins à eux pour adresser à tous un grand merci. J'espère au plus tard à l'année prochaine. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.